Bonjour, je m'appelle Rowan Mercer. J'ai la quarantaine. Je répare les systèmes de chauffage et de climatisation pour gagner ma vie. Et j'ai passé des années à réparer les maisons des autres après les tempêtes. Je n'aurais jamais imaginé me tenir dans mon propre couloir en regardant la pluie tomber directement à travers le plafond pendant que mes enfants s'accrochaient à moi. Mera n'arrêtait pas de demander si le bruit signifiait que le ciel se brisait. Kalen se bouchait les oreilles. Je leur ai dit que ça passerait bientôt, même si les murs tremblaient et que je sentais la pression dans ma poitrine monter à chaque rafale. Quand le toit s'est finalement envolé, la soudaine rafale d'air froid a frappé comme une gifle. L'eau a tout trempé en quelques secondes. Sarah a attrapé les sacs d'urgence que nous gardions près de la porte arrière, mais même cela était humide lorsque nous les avons jetés dans la voiture. J'ai jeté quelques couvertures, sachant qu'elles ne resteraient pas chaudes longtemps, et j'ai aidé les enfants à s'installer sur leur siège. La pluie tombait toujours de côté, et la rue ressemblait plus à une rivière qu'à une route. Sortir de notre quartier a pris 2 fois plus de temps que prévu. Des lignes électriques étaient tombées et des arbres penchaient sur l'asphalte. La radio n'arrêtait pas de couper, avertissant des inondations soudaines, mais nous n'avions nulle part où aller. La maison de mon père était le seul endroit assez proche pour l'atteindre avant que les routes ne ferment. Sarah n'a pas dit grand-chose. Elle essayait de calmer les enfants, leur frottant les bras, leur chuchotant que tout s'arrangerait une fois que nous serions en lieu sûr. J'ai hoché la tête comme si je le croyais. Mais plus nous nous approchions de la maison de mon père dans le comté de Harris, plus quelque chose en moi se resserrait. J'ai passé des années à prétendre que la distance entre nous était temporaire. La vérité, c'est que je n'étais jamais sûr qu'il y ait encore une place pour moi là-bas. Sa maison semblait intacte par la tempête. Les lumières brillaient, les voitures étaient alignées sur l'allée comme si c'était juste une soirée ordinaire. Mes essuie-glaces repoussaient des nappes de pluie alors que je me garais près du trottoir. Pendant un instant, je suis resté assis là, regardant la lumière du Porsche, me souvenant des étés où ma mère me faisait signe d'entrer depuis ce même endroit. Je suis sorti le premier. L'eau s'est accumulée autour de mes bottes, chaude à cause du trottoir, mais se refroidissant rapidement. J'ai ouvert la portière arrière pour que Mera et Ken puissent sauter avec Sierra juste derrière eux. Ils frissonnaient, leurs vêtements encore humides même si nous les avions enveloppés dans des couvertures. J'ai frappé assez fort pour être entendu par-dessus la pluie. Rien. J'ai réessayé. Mera a tiré sur ma manche. « Papa, est-ce que grand-père va nous aider ?» Je voulais lui dire la vérité. Au lieu de ça, je lui ai dit oui et j'ai prié pour qu'elle n'entende pas l'hésitation dans ma voix. La serrure a finalement cliqué. La porte s'est entr'ouverte et la lumière du Porsche a encadré quelqu'un que j'aurais préféré ne pas avoir à voir en premier. Mon frère aîné, Caton. Il ne s'est même pas écarté. Il s'est juste appuyé une épaule contre le cadre de la porte comme s'il gardait un événement privé. Ses yeux ont glissé jusqu'à la boue sur mes bottes, puis à la couverture trempée autour de Kalen. Un petit sourire s'est formé, le genre qui signifiait toujours des ennuis quand nous étions plus jeunes. « Tu n'entres pas ici », a-t-il dit. « Tu vas ruiner les sols. Reste dehors. » Sarah a rapproché les enfants. Je pouvais entendre Mera essayer de calmer sa respiration. « Qu'a-t-on » ai-je dit, en gardant ma voix basse. « La tempête a détruit notre maison. Nous avons juste besoin d'un endroit où rester ce soir. C'est tout. » Il n'a pas bougé. Ce n'est pas mon problème. Avant que je puisse dire un autre mot, la voix de mon père est venue de l'intérieur. Vive, forte, portant plus de force que la pluie qui nous entourait. 10 000 $ par chambre. S'il ne peut pas payer, qu'il parte. Je me suis figé. Ce n'était pas seulement les mots. C'était le ton, comme s'il avait attendu ce moment précis, comme si quelqu'un l'avait répété. Les lèvres de Mera se sont entr'ouvertes. Elle n'avait jamais entendu son grand-père me parler comme ça. J'ai senti quelque chose en moi se replier sur lui-même. La porte est restée entr'ouverte assez longtemps pour que Caton se penche en avant et ajoute « Tu l'as entendu ». Puis il a commencé à la fermer. Pas un claquement, mais lent, délibéré, final. La pluie a frappé mon visage. Elle semblait plus froide maintenant. Le souffle de Sarah tremblait alors qu'elle tenait les enfants près d'elle. Pendant une longue seconde, je n'ai pas pu lever la tête. J'ai juste regardé la poignée de la porte, la seule chose qui se tenait entre ma famille et la chaleur. J'avais l'habitude de tourner cette poignée sans réfléchir quand j'étais enfant. Maintenant, je ne pouvais même plus la toucher.
Mais le monde ne s'arrête pas parce que quelqu'un vous humilie. J'ai redressé le dos, j'ai forcé un calme que je ne ressentais pas, et j'ai dit aux enfants que nous trouverions une solution. Je n'étais pas sûr de comment, mais je savais que rester là n'était pas une option. Caton souriait toujours narquoisement quand il a fermé la porte jusqu'au bout. Le loquet a cliqué. Quelque chose en moi a changé avec ce son. Pas de la rage, quelque chose de plus silencieux, mais de plus fort. J'ai pris mon téléphone, j'ai fait défiler des contacts que je n'avais pas regardés depuis des années jusqu'à ce que je voie le nom, Marlon Creed. L'homme dont j'avais autrefois sorti la vie d'un véhicule écrasé sur le bas-côté d'une autoroute. L'homme qui m'avait dit qu'il m'en devait une. J'ai hésité un instant seulement avant d'appuyer sur « Appeler ». Il a répondu avant même la fin de la première sonnerie. Et quand il a répondu, il n'a pas demandé ce qui s'était passé. Il a seulement demandé « Où es-tu » Au moment où sa voix a glissé à travers le téléphone, quelque chose en moi s'est stabilisé. Je n'ai pas répété ce qu'il a dit. J'ai juste respiré une fois et je me suis reculé de la porte, laissant le son s'installer en moi avant de lui répondre. Puis je lui ai dit où nous étions et pourquoi nous étions dehors sous la pluie. Quand l'appel s'est terminé, j'ai lentement baissé le téléphone, essayant de me ressaisir avant de me tourner vers Sarah. Elle étudiait déjà mon visage. « C'était qui ?» a-t-elle demandé, la voix douce mais tendue. « Mon parrain » ai-je dit. « Marlon Creed. » Dire son nom à voix haute semblait irréel. Je ne lui avais pas parlé depuis des années. Il a dit qu'il venait. Ses yeux se sont agrandis, non pas d'incrédulité, mais d'un espoir prudent. Le genre que l'on ne veut pas que les enfants entendent à moins d'être certains. Elle a regardé par-dessus son épaule la voiture où Mera et Ken étaient blottis ensemble. A-t-il demandé ce qui s'était passé? Non, ai-je dit. Il nous a juste dit de rester prêts. Sarah a aidé les enfants à s'installer plus profondément dans les couvertures sur la banquette arrière pour rester au chaud. Je suis resté près du bord du porche où le petit auvent empêchait la pluie de me frapper au visage. Même alors, je ne me suis pas approché. Franchir ce seuil me donnait l'impression d'entrer dans un endroit où je n'appartenais plus. Les vieilles habitudes ont la vie dure, surtout la peur. Les minutes ont passé, la pluie tombant par vagues irrégulières. Je pouvais entendre l'eau couler dans les gouttières, dégoulinant du bord du toit à un rythme constant. Je n'arrêtais pas de regarder la route, attendant des phares qui n'étaient pas encore apparus. Sarah s'est appuyée contre la voiture, me regardant plus que toute autre chose. Puis la porte derrière moi s'est de nouveau ouverte. Mon père est sorti assez loin pour que la lumière frappe son visage, vêtu de pantoufles chaudes et d'une lourde robe de chambre. Il avait l'air reposé, calme, insensible au chaos qui s'abattait sur le reste d'entre nous. Il ne m'a pas salué. Il n'a même pas jeté un coup d'œil aux enfants dans la voiture. « Qu'est-ce que tu fais encore ici ?» a-t-il demandé, son ton plat, comme si j'avais interrompu sa soirée. J'ai essayé de rester calme. Nous sommes venus parce que le toit s'est effondré. Nous avions juste besoin d'un endroit sûr où rester pour la nuit. Il a agité une main en l'air, déjà ennuyé. Tu as toujours été dramatique. Tout devient une crise avec toi. La pluie derrière lui formait un rideau de son, et pourtant sa voix le traversait. Il a légèrement levé le menton, projetant ses mots vers les maisons voisines. Je t'ai donné plus qu'assez de chance. Tu n'assumes jamais tes responsabilités. C'est pourquoi tu es là maintenant. Je n'ai pas répondu. Ça n'aurait pas eu d'importance. Mon père n'a jamais argumenté pour trouver la vérité. Il a argumenté pour gagner la salle, même si la salle n'était que son porche d'entrée. Caton est sorti ensuite, s'appuyant contre le cadre de la porte comme s'il était propriétaire des lieux. Tu te souviens quand il a abandonné l'université parce qu'il disait que c'était trop difficile, a-t-il dit à mon père. Les gens en parlent encore. Je l'ai regardé, stupéfait de la facilité avec laquelle il déformait quelque chose de si douloureux. Je suis parti parce que je devais travailler après la mort de maman, ai-je dit d'un ton neutre. Quelqu'un devait payer les factures. Caton a haussé les épaules comme si je réécrivais l'histoire. Mon père a émis un son à mi-chemin entre un soupir et un rire, comme si mon explication était enfantine. J'ai vu Mera regarder de l'intérieur de la voiture, son petit visage tendu de confusion, et j'ai su que ce moment laisserait une marque. Sarah s'est avancée vers eux. Garrison, les enfants ont froid. On demande juste pour une nuit. Mon père n'a même pas fait de pause. Leur confort n'est pas ma responsabilité. Et si vous deux avez construit votre vie sans filet de sécurité, ce n'est pas quelque chose que j'ai besoin de réparer.
Sarah s'est raidie, ravalant ce qu'elle voulait dire. Je pouvais sentir la honte qui émanait d'elle, et ça m'a brûlé d'une manière que la pluie froide n'aurait jamais pu. J'ai regardé les deux hommes sur le porche, au chaud et au sec, nous jugeant d'un lieu de confort qu'ils n'avaient jamais mérité. C'est à ce moment que j'ai senti le dernier fil en moi se rompre. Pas bruyamment, pas avec combat, mais d'une manière silencieuse et définitive. Je me suis tourné vers la voiture, me déplaçant lentement pour que les enfants ne sentent pas le changement en moi. Sarah a suivi, posant une main douce sur mon bras lorsque nous avons atteint la portière passager. Et maintenant, a-t-elle chuchoté. On attend, ai-je dit. Ici même. De l'aide est en route. La pluie a cessé pour la première fois depuis notre arrivée. Le vent s'est calmé, presque comme si la tempête s'était consumée. Mais à l'intérieur de moi, quelque chose de différent se formait. Une sorte de clarté que je n'avais pas ressentie depuis des années. J'ai vu la maison de mon père pour ce qu'elle était vraiment. Un endroit où je n'arrêtais pas d'essayer de retourner par habitude, pas par amour. J'ai posé ma main sur le toit de la voiture, me recentrant alors que la nuit s'installait dans un lourd silence. Les enfants étaient blottis l'un contre l'autre, les yeux mi-clos. Sarah se tenait à côté de moi, faisant confiance à mon jugement même lorsque je me sentais incertain. Puis, juste au moment où je commençais à respirer un peu plus facilement, l'air a changé. Une vibration a traversé la cour, faible au début, puis régulière, indubitable. Et puis, au loin, j'ai entendu un faible bruit sourd. Régulier, mécanique, impossible à confondre. Le bruit sourd s'est intensifié jusqu'à ce que j'ai l'impression que l'air lui-même pulsait. Je me suis tourné vers le son juste au moment où une forme a commencé à percer les nuages qui s'éclaircissaient, des lumières balayant la cour. Pendant un instant, tout autour de nous a semblé s'arrêter. La pluie, les voix, même le tremblement dans mes mains alors que la vue est devenue nette au-dessus des toits. Un hélicoptère descendait, son projecteur balayant la pelouse mouillée. Les pales ont brassé l'air si violemment que l'eau s'est soulevée de l'allée en une brume. Des feuilles se sont envolées des arbres, se dispersant dans la rue. Des rideaux ont bougé dans plusieurs fenêtres voisines. Des portes se sont entr'ouvertes. Des gens sont sortis sur leur porche, se protégeant le visage, essayant de comprendre pourquoi un hélicoptère atterrissait dans notre quartier si tard dans la nuit. Caton est descendu du porche, criant par-dessus le bruit croissant, « Qu'est-ce que c'est? Qui fait ça ?» Il a regardé autour de lui comme si quelqu'un à proximité pouvait l'expliquer. Mon père est sorti derrière lui, toujours en robe de chambre, tenant le tissu fermé d'une main. Pour la première fois de la soirée, il n'avait pas l'air confiant. Il a plissé les yeux vers l'aéronef, puis vers moi, essayant de relier des points qu'il n'avait jamais envisagés auparavant. Sarah s'est approchée, sa voix basse. « Rowan, c'est lui ?» J'ai hoché la tête. Même ainsi, l'ampleur du moment n'a pas tout à fait enregistré jusqu'à ce que l'hélicoptère descende assez pour faire onduler les flaques sous nos pieds. Il s'est posé directement sur la pelouse de mon père, aplatissant l'herbe en un cercle tourbillonnant. De la terre s'est soulevée. La boîte aux lettres a vibré comme si elle allait se détacher. Caton a crié, « Tu déchires la pelouse. Arrête ce truc. » Son indignation sonnait faible sous le rugissement. La porte latérale s'est ouverte. Une grande silhouette est descendue dans le flot de lumière et de vent. Il portait un costume gris, plus foncé aux épaules, là où la brume s'accrochait à lui. Sa posture était droite, chaque pas ancré et sûr, comme s'il avait traversé des tempêtes bien pires. Même de loin, sa présence avait du poids. Marlin Creed. Les gens de ce comté connaissaient ce nom. Ils connaissaient son visage même s'ils ne l'avaient jamais rencontré. Énergie, immobilier, infrastructure. S'il y avait un projet majeur au Texas, son nom circulait généralement quelque part. Les pales ont commencé à ralentir. Le bruit s'est adouci par étapes jusqu'à devenir un bourdonnement régulier. Marlin s'est dirigé vers nous avec une concentration qui traversait tout le reste. Mon père s'est avancé, arborant un sourire poli. « Monsieur Creed » a-t-il appelé en élevant la voix. « Bienvenue. Qu'est-ce qui vous amène ici ce soir ?» Marlin ne lui a même pas jeté un regard. Il est passé devant mon père comme s'il n'avait pas du tout parlé. Comme si l'homme en robe de chambre sur son porche n'était qu'une décoration. Caton s'est écarté par instinct, la confusion gravée sur son visage. Marlin s'est arrêté devant moi et a posé une main sur mon épaule. Ses yeux se sont légèrement adoucis. « Tu aurais dû appeler plus tôt, fils. » Le mot a frappé l'air comme un coup de fouet.
Mon père s'est figé. Caton a cligné des yeux, fort, comme s'il avait besoin de réinitialiser ce qu'il venait d'entendre. Les lumières des porches des maisons voisines ont brillé plus fort alors que plus de gens se penchaient, essayant de saisir le sens. « Filleul » a-t-il dit. « Filleul ». J'ai senti le poids du moment s'installer dans ma poitrine, profond, stable, indéniable. La nuit a soudainement semblé plus calme, même avec l'hélicoptère qui refroidissait encore derrière lui. Des souvenirs d'il y a des années sont revenus en force. Le SUV renversé. La fumée qui s'échappait du moteur. Marlin coincé sous le tableau de bord. Moi le sortant alors que les flammes léchaient le cadre de la porte. L'hôpital. La promesse qu'il a faite après s'être rétabli. Si jamais tu as besoin de moi, tu appelles. Je ne l'ai jamais fait. Pas jusqu'à ce que le toit s'envole de ma maison et que ma famille soit renvoyée comme des étrangers. Marlin a regardé au-delà de moi, vers Sarah et les enfants. Vous êtes en sécurité maintenant, a-t-il dit doucement. Je m'occupe de vous. Puis il a tourné son attention vers les deux hommes sur le porche. Son expression a changé, calme, analytique, pas menaçante, juste contrôlée. Mon père s'est raclé la gorge, essayant de reprendre pied. Alors, vous dites que Rowan est votre filleul? C'est inattendu. Marlin a hoché la tête une fois. Je suis dans sa vie depuis plus longtemps que vous. Le silence qui a suivi a pesé sur toute la cour. Deux hommes de l'hélicoptère sont sortis, portant des couvertures et de petites trousses de secours. Ils se sont approchés doucement, attendant le signal de Marlin. Il m'a de nouveau regardé. Rowan, est-ce là que tu espères rester ce soir? Ce n'était pas seulement une question. C'était une permission, et tout le monde le savait. Avant que je puisse répondre, Caton s'est avancé, la voix s'élevant, désespérée. C'est notre maison. Vous ne pouvez pas simplement entrer ici et agir comme. Marlin a légèrement levé la main. Pas une menace, juste un rappel de qui avait l'autorité sur le moment. Caton s'est immédiatement tu. Mon père a essayé un autre ton, plus léger, presque nerveux. Nous ne savions pas que vous aviez encore un lien. Si nous l'avions su, nous aurions. Marlin l'a interrompu sans élever la voix. Si vous l'aviez su, vous l'auriez mieux traité. Chaque mot a atterri avec une clarté qui a coupé plus profondément que n'importe quel cri n'aurait pu le faire. J'ai senti quelque chose bouger en moi, une petite mais indubitable levée dans ma poitrine. Pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais pas comme l'étranger dans l'histoire de ma propre famille. On a juste besoin d'un endroit où rester jusqu'au matin, ai-je dit. C'est tout. Marlin a hoché la tête. Vous avez ça et plus encore. Il s'est lentement tourné vers mon père. La lumière du porche a frappé son profil, soulignant le sérieux de son expression. Et puis il a dit trois mots qui ont fait pâlir le visage de mon père. Marlin s'est tourné vers mon père et a prononcé ces trois mots silencieux qui ont drainé toute couleur de son visage. Le moment est resté en suspens dans l'air, trop lourd pour être ignoré, et avant que quiconque puisse se précipiter pour trouver une excuse, il a ajouté quelque chose d'encore plus ferme, faisant un geste vers l'embrasure de la porte. Son ton n'était pas autoritaire, mais il portait assez de certitude pour rendre le refus impossible. « Entrons » a-t-il dit. Ce n'était pas une suggestion. Mon père a d'abord hésité, jetant un coup d'œil au porche comme s'il pouvait le protéger. Caton a fixé ses chaussures, la mâchoire crispée. Après une longue inspiration, ils se sont tous deux écartés, nous ouvrant un espace. C'était étrange de franchir ce seuil après des années à s'entendre dire de chercher des outils ou de réparer quelque chose. Ce soir, je suis entré parce que quelqu'un qui me valorisait vraiment y a insisté. Sarah a fait entrer les enfants. Leurs chaussures ont grincé contre le parquet propre alors qu'ils s'accrochaient à son manteau. J'ai suivi, et Marlin est resté juste derrière moi, apportant un sentiment de protection silencieux qui s'est installé autour de nous comme une armure. L'air chaud m'a frappé au visage dès que nous sommes entrés. Il portait l'odeur de cannelle et de jambon rôti, le genre de réconfort que l'on attend d'un dîner de famille. Le contraste a tordu quelque chose en moi. Alors que notre maison était ouverte au ciel, trempée et déchirée, cet endroit semblait intact, sûr, parfait, comme une maison destinée à quelqu'un d'autre. Mon père a fermé la porte et a forcé un sourire poli. Mettez-vous à l'aise. Nous savions tous qu'il ne le pensait pas. J'ai lentement examiné le salon. Les étagères étaient soigneusement arrangées. Des photos encadrées, des trophées sportifs,
des certificats alignés en rangées bien nettes. Ils avaient travaillé sur ces présentoirs récemment. Le motif de la poussière le montrait bien. Mes yeux ont parcouru le mur automatiquement, m'attendant à voir quelque chose de ma propre enfance. Il n'y avait rien du tout. Pas de photos de baseball, pas de certificat de foire scientifique, rien de la remise des diplômes du lycée, pas un seul signe que j'ai jamais vécu ici. J'avais l'impression d'être dans un musée organisé pour prétendre que je n'avais jamais existé. Sarah a remarqué la même absence, son expression s'est crispée de tristesse avant de se retourner vers les enfants, essayant de ne pas les laisser voir. Marlin a étudié le mur avec un calme qui m'a dit qu'il comprenait plus qu'il ne le laissait paraître. Sa mâchoire s'est légèrement tendue. Mon père s'est raclé la gorge. On a réorganisé, on essaie de ranger un peu. Vous m'avez effacé, ai-je dit. Ma voix est sortie égale. Pas de colère, juste la vérité. Caton a laissé échapper un petit rire, suffisant et sec. Ce n'est pas effacé. On se concentre sur les vrais fondements de cette famille. Papa et moi. Il a fièrement montré le mur derrière lui. Ça montre ce qui comptait. Les gens qui sont restés. Ceux qui ont construit quelque chose. La cruauté semblait répétée, comme une réplique qu'il avait déjà prononcée. Les enfants se sont raidis. Mera se rapprochant de Sarah. Une froide réalisation s'est installée en moi. Ils n'avaient pas changé ce soir. Ils étaient comme ça depuis des années. Je n'avais juste pas voulu l'admettre. Marlin s'est légèrement avancé. Des choix de décoration intéressants, Garrison. La plupart des parents gardent tous leurs enfants visibles. Mon père s'est redressé. Nous avons choisi de mettre en valeur les étapes importantes. C'est tout. Je reconnais les étapes importantes, a dit Marlin. C'est de la révision. La pièce est devenue silencieuse. Les yeux de mon père ont filé vers la salle à manger, et pendant un instant, il a eu l'air plus vieux, plus petit, comme si la forme à laquelle il s'était accroché pendant des années lui échappait. Il a fait un geste raide. Asseyons-nous. Parlons comme des adultes, comme si la dernière heure n'avait pas eu lieu. Comme s'il ne nous avait pas privés d'un abri, comme s'il ne se tenait pas dans une maison chaude pendant que mes enfants tremblaient dehors sous la pluie. Nous nous sommes dirigés vers la salle à manger. La table était placée sous une suspension, polie et garnie de couverts d'un dîner qu'ils avaient clairement abandonné quelques minutes plus tôt. Mon père a indiqué des sièges, mais Marlin m'a subtilement guidé vers un près du centre. Il a pris le bout de la table sans demander. Le changement de disposition était silencieux, mais indubitable. Les yeux de mon père ont filé vers la chaise qu'il commandait habituellement. Sarah s'est assise à côté de moi. Les enfants se sont blottis tranquillement de son autre côté. Caton a pris le siège juste en face de moi, les épaules carrées, l'expression tendue. Il détestait chaque seconde de cela. Ses yeux suivaient chacun de mes mouvements, brûlant d'un ressentiment qu'il ne prenait pas la peine de masquer. Marlin a posé ses mains sur la table. Rowan décide de la tournure de cette conversation. Entendre cela m'a ancré. Pour la première fois dans cette maison, je ne me sentais pas comme un intrus. Mon père s'est de nouveau raclé la gorge. Eh bien, si nous sommes tous là, peut-être que nous pouvons être honnêtes à propos d'eux. Avant qu'il ne finisse, Caton s'est penché en avant, les yeux plissés, la voix basse et aiguë, visant droit sur moi avec la précision de quelqu'un qui avait attendu des années pour frapper. Et il a dit quelque chose qui a fait halter Sarah et a fait se lever Marlin de sa chaise. Les mots sont restés en suspens dans l'air comme du verre brisé. Caton s'est penché, les yeux plissés, et a lâché une phrase assez tranchante pour fendre la pièce en deux. Il a fallu un moment pour que mes oreilles acceptent même ce qu'il avait dit. Le souffle de Sarah s'est coupé à côté de moi, et Marlin s'est levé de sa chaise comme s'il pouvait arrêter le prochain coup avant qu'il n'atterrisse. « Dis-leur ce que tu as vraiment fait », a dit Caton. « Dis-leur pourquoi maman est morte. » Pendant quelques secondes, tout à l'intérieur de la maison s'est tu. Le bourdonnement du réfrigérateur s'est estompé. Même le vent dehors a semblé s'arrêter. J'ai senti ma gorge se serrer. Mes mains sont devenues froides. Sarah a chuchoté, de quoi parle-t-il? Sa voix tremblait, non pas de doute en moi, mais de peur de ce qu'ils essayaient de décharger. J'ai regardé Caton. Il arborait une expression satisfaite, comme s'il avait gardé ce moment pendant des années. Tu ne leur as pas dit que tu l'as supplié de venir te chercher, a-t-il dit. Tu n'as pas attendu papa comme elle l'avait demandé. Tu l'as poussé à conduire cette nuit-là.
La pièce a légèrement basculé. Je me suis senti glisser dans un souvenir que j'avais passé des années à essayer de surmonter. J'avais 17 ans, debout dans le parking derrière mon travail, ma veste serrée autour de moi. Je l'avais appelée parce que je ne voulais pas rentrer à pied dans le noir. Elle est venue sans hésiter, souriant en arrivant. Elle ne s'est jamais plainte du trajet, ne m'a jamais fait sentir comme un fardeau. Elle a choisi cette route secondaire elle-même. Elle a dit que c'était paisible. Mais la culpabilité, vieille, familière, corrosive, s'est insinuée quand même. Mon père a croisé les bras et m'a regardé, attendant. « Eh bien » a-t-il dit doucement, m'invitant presque à avouer un crime que je n'avais jamais commis. La main de Sarah a effleuré mon bras. « Rowan, est-ce que tout ça est vrai ?» J'ai forcé la vérité, même si la vieille onde pesait sur ma poitrine. Elle n'était pas censée prendre la route secondaire. Elle l'a fait parce qu'elle aimait le calme. Je ne lui ai pas demandé de le faire. J'ai juste demandé un trajet pour ne pas rentrer à pied seul. Caton a secoué la tête, un sourire narquois aux lèvres. Tu réécris encore l'histoire. Tu le fais toujours. Quelque chose en moi s'est fissuré. Mes paumes ont frappé la table. Non pas de colère, mais d'un chagrin si lourd qu'il a fait trembler mes bras. J'ai baissé la tête, essayant de respirer à travers le poids de tout cela. Marlin s'est approché, posant une main sur mon épaule. Ralentis, a-t-il dit doucement. Dis la vérité, pas leur version, la tienne. J'ai réussi à stabiliser ma voix. Maman est morte parce qu'un conducteur ivre a grillé un feu rouge. C'est ce que l'officier a écrit. Ils nous l'ont dit cette nuit-là. Je ne l'ai pas causé. Marlin s'est tourné vers mon père. Est-ce exact? Mon père s'est raidi et son regard s'est détourné. Ce mouvement seul m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Marlin n'a pas attendu de réponse. Où est le rapport? A-t-il demandé, son ton calme, mais impitoyable. Si vous avez soulevé cela pendant des années, il devrait être quelque part de visible. Garrison a hésité. Caton a essayé de parler, mais il a trébuché sur le premier mot. Un des agents de sécurité de Marlin s'est avancé. Il avait regardé autour de lui plus tôt, observant discrètement les armoires le long du couloir. Dans ses mains se trouvait maintenant un mince dossier. Il l'a posé doucement sur la table devant Marlin. Ma poitrine s'est serrée. Je ne reconnaissais pas le dossier, mais quelque chose à son sujet me semblait familier, comme un fantôme tapant sur un vieux bleu. Marlin l'a ouvert. Le rapport d'accident original se trouvait à l'intérieur, intact. L'officier l'avait écrit clairement. Mère heurtée par un conducteur ivre qui a grillé un feu rouge. Non responsable. J'ai dégluti difficilement alors que la vérité perçait des années de brouillard. Et puis un autre document s'est détaché, agrafé derrière le rapport. Une référence à un conseiller. Pas pour moi, pour Caton. Ma tête s'est relevée brusquement. Sarah a couvert sa bouche. Les enfants ont regardé, confus et effrayés. Le visage de mon père s'est vidé de sa couleur. Marlin a fait glisser le papier vers l'avant. On dirait que quelqu'un a eu du mal après l'accident, mais ce n'était pas Rowan. La mâchoire de Caton s'est refermée. Ses yeux ont filé du document à mon père, implorant silencieusement un soutien. Marlin a de nouveau lu le rapport, la voix stable. Elle a pris la route secondaire parce qu'elle ne voulait pas être en retard pour aller chercher son fils. Elle a dit à l'officier qu'elle se dépêchait. Il n'y a aucune mention de blâme. Aucune. Caton a marmonné. C'est sorti de son contexte. Marlin l'a coupé. Le seul contexte est que vous deux avez utilisé une tragédie comme une arme pour le maintenir petit. Garrison a claqué sa main sur la table. Elle n'aurait pas dû être là. S'il n'avait pas demandé. C'était sa mère, a dit sèchement Marlin. Les parents y vont quand leurs enfants ont besoin d'eux. C'est à ça que ressemble l'amour. Quelque chose que vous deux semblez avoir oublié. Ces mots sont restés en suspens dans l'air, lourds de jugement. J'ai senti tout en moi se défaire. Des années de culpabilité, des années à les laisser modeler mon identité à travers leur douleur. J'ai agrippé le rapport, le papier tremblant dans mes mains. Ma voix s'est finalement libérée. Vous m'avez laissé croire que j'avais causé sa mort, ai-je dit. Vous m'avez laissé porter ça. Vous l'avez utilisé chaque fois que je faisais une erreur. Chaque fois que quelque chose tournait mal, et vous connaissiez la vérité. Mon père a détourné le regard.
Caton a dégluti difficilement, mais il n'a pas nié. Le silence entre eux était une confirmation suffisante. Sarah a enroulé ses bras autour de moi. Ils t'ont puni avec un mensonge, a-t-elle chuchoté. J'ai baissé la tête dans mes mains, pleurant non seulement l'accident, mais les années qu'ils m'ont volées avec leur silence. Et puis Marlin a rapproché le dossier de moi et a dit, « Rowan, il y a plus que tu dois voir. Quelque chose qu'ils ont caché encore plus profondément. » La voix de Marlin résonnait encore dans ma tête alors qu'il fouillait plus profondément dans ce dossier usé. Je pouvais sentir les yeux de tout le monde suivre ses mains, attendant, se préparant. L'air semblait épais, comme si toute la maison retenait son souffle. Je me suis redressé sur ma chaise, sentant déjà que c'était plus grand que le rapport d'accident, plus grand que la culpabilité, plus grand que les années qu'ils avaient tordues autour de mon cou comme une corde. Il a sorti une deuxième feuille. Le papier avait l'air plus vieux, les bords doux et jaunis, manipulés de nombreuses fois, mais jamais montrés à moi. Il l'a regardé, puis m'a regardé avec un sérieux qui a fait basculer la pièce. Avant le décès de votre mère, a-t-il dit, stable et contrôlé, elle a déposé quelque chose d'important. Quelque chose destiné à vous. Mon pouls a trébuché. La main de Sarah s'est resserrée autour de la mienne. De l'autre côté de la table, Caton s'est agité, tapotant nerveusement ses doigts contre le bois. Le pied de mon père tapait plus vite, un rythme de panique qu'il ne pouvait cacher. Marron a déplié le document avec soin, presque avec révérence. Il me semblait mal qu'un étranger le traite avec plus de respect que mon propre sang. Ceci, a-t-il dit, la voix basse, vous nomme, Rowan, bénéficiaire de 30% de la propriété Mercé à compter de vos 18 ans. Les mots n'avaient d'abord guère de sens pour moi. 30% de la maison où je n'avais pas le droit d'entrer sans être insulté. De la terre que mon père avait toujours prétendu être le droit d'aînesse de Caton. Des propriétés que j'avais aidé à réparer adolescent pendant que Caton était assis dans des pièces climatisées à planifier son avenir. Allaitement. Même les enfants se sont raidis, bien qu'ils n'aient pas tout à fait compris. Mes yeux ont parcouru la page, essayant d'absorber, mais les chiffres se sont brouillés. Pendant un instant, j'ai senti quelque chose en moi se plier, le choc se mêlant à une douleur profonde que je n'avais pas reconnue jusqu'à ce moment. Ma mère m'a laissé ça, ai-je chuchoté. Caton a explosé avant que quiconque puisse répondre. Non, pas question. Ce n'est pas réel. Papa n'a jamais accepté ça. Marlin a lentement levé le regard. C'est notarié. C'est signé par votre mère. C'est juridiquement contraignant. Le silence a verrouillé la pièce. Mon père a fixé la table. Sa mâchoire s'est contractée. Ses épaules se sont affaissées, non pas de tristesse, mais d'irritation, comme si la vérité était un inconvénient. Marlin a tourné à la page suivante. Et il y a plus. Mon cœur s'est serré. Cette feuille n'était pas vieille. Le papier était neuf, l'encre sombre et nette. Un formulaire transférant cet héritage, mon héritage, de moi à Caton. Une renonciation volontaire signée par moi. Sauf que je ne l'avais jamais vue avant ce soir. Ma voix est sortie, petite, étrangère. Je n'ai pas signé ça. Le ton de Marlin s'est durci. Cette signature n'est pas la vôtre. Elle ne correspond à rien de ce que vous avez signé en tant qu'adulte. Sarah a pris une inspiration tremblante. Ils l'ont falsifié, a-t-elle chuchoté. Ils l'ont falsifié et l'ont caché. Mon père a repoussé sa chaise et s'est levé, les pieds raclant bruyamment contre le sol. Il n'était pas prêt, a-t-il lancé. Il l'aurait gaspillé. Il n'avait aucun sens des responsabilités. Caton était celui qui est resté, qui a travaillé, qui a pris ce qui n'était pas à lui, ai-je dit en le coupant, ma voix cassante, mais assez forte pour se tenir seul. Le visage de Caton est devenu rouge. Papa a fait ce qu'il fallait. Tu n'aurais pas su quoi faire avec ce genre de responsabilité. Je me suis levé automatiquement, mon corps répondant plus vite que mon esprit ne pouvait le rattraper. La chaise a glissé derrière moi, mes mains ont frappé la table. Mais cette fois, ce n'était pas le deuil qui me retenait. C'était la fureur. Vous m'avez laissé croire que j'étais sans valeur, ai-je dit, chaque mot tremblant. Vous m'avez laissé prendre les travaux les plus sales, gratter, me casser le dos à réparer les maisons des autres pendant que vous voliez ce que ma mère m'avait destiné. Mon père a pointé un doigt tremblant vers moi. Tu avais toujours besoin de structure. Cette famille se serait effondrée si tu avais eu la moindre autorité.
Cette famille s'est effondrée au moment où maman est morte, ai-je dit. Et vous vous êtes assuré que Jean porte la responsabilité. Il a tressailli, non pas de culpabilité, mais d'être acculé. Marlin s'est avancé, posant les documents sur la table un par un, comme des pièces à conviction lors d'un procès. Sa voix est tombée dans quelque chose de froid, de dangereux. Fraude, falsification, ingérence dans les directives de l'État. Vous avez franchi toutes les limites légales, Garrison. Le visage de mon père a perdu le peu de couleur qu'il lui restait. Caton a essayé d'intervenir. Il ne voulait pas, ce n'est pas, Rowan ne nous traînerait pas en justice. Il ne ferait pas ça. Marlin s'est lentement tourné vers lui. Je ne le ferai pas, il m'a montré du doigt. Mais il pourrait le faire. La pièce a frissonné, non pas à cause du tonnerre. La tempête dehors était presque passée, mais à cause de la pression pure à l'intérieur de ces murs. Et puis la voix de mon père s'est brisée, faible et tremblante, la bravade s'effondrant finalement. Rowan, s'il te plaît, ne nous détruis pas. Le murmure de mon père est resté en suspens dans l'air comme une fumée qui ne voulait pas se dissiper. Je l'ai regardé fixement, essayant de comprendre comment l'homme qui avait passé des années à me dire de m'endurcir se tenait maintenant là, tremblant comme s'il avait perdu tout contrôle. Et plus je le regardais, plus je réalisais ce qu'il avait secoué. Il ne s'inquiétait pas des salles d'audience ou des flics. Il était terrifié que le masque qu'il avait porté pendant des décennies ne soit en train de glisser. Sarah se tenait à côté de moi, sa main chaude contre mon bras. Mes enfants étaient assis sur les marches près du couloir, trop silencieux pour leur âge. Je leur ai fait un petit signe de tête, les laissant là où ils étaient. Ils méritaient de voir les personnes qui prétendaient les aimer. La tempête dehors s'était calmée, ne laissant qu'un léger crépitement sur les fenêtres. À l'intérieur, le silence semblait lourd, presque suffocant. J'ai pris une lente inspiration, me calmant. Quelle vérité te fait si peur, papa? Il n'a pas répondu. Il a juste murmuré à nouveau la même supplique, à peine audible. Ne nous détruis pas, Rowan. Avant que je puisse parler, Caton s'est avancé. Toute sa posture criait la frustration. De la sueur perlait sur son front, et il se frottait les paumes comme pour évacuer la pression qui l'étouffait. Cet héritage était une erreur, a-t-il dit. Maman ne réfléchissait pas clairement quand elle l'a signé. Papa l'a arrangé. Il a tout arrangé. Tu aurais tout gâché. Marlin s'est redressé, le bloquant d'un seul pas. Caton, tu es à 2 doigts d'admettre un crime fédéral. Choisis soigneusement ta prochaine phrase. Caton a laissé échapper un petit rire, mais il y avait de la peur en dessous. Il n'était pas habitué à ce que quelqu'un de plus grand que son ego se tienne devant lui. Ses yeux ont rebondi de Marlin à moi, puis de nouveau à papa. C'est là qu'il a craqué. Tu penses que c'est une question de paperasse, a-t-il craché. On allait prendre ses terres de toute façon. Cette tempête était parfaite. Il n'aurait pas pu se permettre les réparations. Il aurait perdu l'endroit et on l'aurait récupéré avant que la banque ne le mette en vente. La pièce s'est figée. Même le feu dans la cheminée a semblé s'arrêter. Je me suis lentement tourné vers lui. Vous aviez l'intention d'utiliser la tempête pour prendre ma maison. Caton a relevé le menton comme si sa confession était une noble vérité. Tu allais t'effondrer tôt ou tard. On s'y est juste préparé. Sarah a couvert sa bouche. Mes enfants se sont rapprochés. J'ai senti quelque chose en moi changer, plus lourd que la colère, plus profond que le choc. C'était le sentiment de voir l'âme de quelqu'un avec toutes les lumières allumées et de réaliser qu'elle était plus sombre que vous ne l'aviez jamais admis. L'agent de sécurité de Marlin s'est avancé avec un téléphone à la main. Il y a autre chose que vous devez entendre. Il a appuyé sur lecture. La voix de mon père a rempli la pièce, capturée lors d'une conversation à dîner à laquelle je n'étais clairement pas invité. Rowan. Il tient à peine sa vie ensemble. Sa maison est à 2 doigts de s'effondrer. Une tempête la prendra un jour. Vous verrez. Il rampe toujours. Puis le rire de Caton a résonné dans l'enregistrement. Quand cet endroit s'effondrera enfin, on récupérera le terrain. Il n'aura nulle part où aller. Sarah a fermé les yeux. Mes enfants ont regardé fixement, comme s'ils apprenaient pour la première fois le langage de la trahison. Ma poitrine s'est serrée et j'ai eu l'impression qu'on m'appuyait un fer chaud contre les côtes. Je me suis tourné vers papa. C'est comme ça que tu parlais de moi? Des enfants? Il a détourné le regard. Pas d'excuses, pas d'explications.
C'est à ce moment que quelque chose en moi s'est détaché. Pas d'une manière cassée, mais de la manière dont une chaîne se rompt après avoir supporté un poids trop longtemps. Je les ai enfin vus sans excuse ni souvenir d'enfance qui s'interposaient. J'ai fini de chercher votre approbation, ai-je dit doucement. Et j'ai fini d'être la risée de cette maison. Caton a laissé échapper un petit ricanement. Ne fais pas comme si tu avais le moindre pouvoir ici. Je n'ai pas réagi à lui. Au lieu de cela, j'ai regardé le feu qui brûlait derrière mon père. Les flammes crépitaient doucement, le seul son doux dans la pièce. Je n'ai pas besoin de pouvoir, ai-je dit. J'ai besoin de la vérité. Marlin s'est avancé et a fait face à mon père. Tu l'as supplié de ne pas détruire ta famille. Mais tu l'as brisé bien avant ce soir. Chaque mensonge, chaque manipulation, chaque histoire que tu as déformée pour ton propre bénéfice. C'est la conséquence. Caton a essayé de récupérer du terrain. Rowan ne portera pas plainte. Il n'a pas le courage. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et pour la première fois, il m'a semblé petit. Juste un homme qui n'avait jamais fait face aux conséquences de quoi que ce soit. J'ai survécu à ce qui est arrivé à ma maison, ai-je dit doucement. Je survivrai à ça aussi. Caton s'est figé lorsque Marlin s'est déplacé vers lui. Ses yeux ont filé vers le bas, réalisant que le bluff ne fonctionnait plus. Marlin s'est penché près de moi. Sois prêt. Ils sont désespérés maintenant. Quand des gens comme ça se sentent acculés, ils frappent. Et j'ai hoché la tête parce que je le sentais aussi. La tension, l'air qui se resserrait, la menace qui se formait derrière le silence de mon père. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Papa s'est lentement redressé, les épaules carrées comme s'il se préparait à un coup qu'il prévoyait de donner à la place. Puis il m'a regardé droit dans les yeux, la voix froide, stable, presque répétée. Si tu poursuis ça, je m'assurerai que tu perdes tout. Les mots que je craignais qu'il puisse dire, mais que j'espérais ne jamais entendre, sont sortis de lui comme du poison. Je les ai sentis s'installer dans la pièce, lourds, froids, définitifs. Et alors que ce silence s'est replié autour de nous, j'ai su exactement pourquoi j'avais senti le changement dans l'air un moment plus tôt. J'avais eu raison. Mon père était sur le point d'utiliser l'arme la plus cruelle qu'il avait. Il a redressé les épaules et m'a regardé avec une dureté qui ne venait pas de l'âge ou de l'épuisement, mais d'une vie de contrôle. Ce regard seul aurait pu pousser la version plus jeune de moi à s'excuser, à se faire petite, à prendre la responsabilité de quelque chose que je n'avais pas fait. Mais pas ce soir. Derrière moi, Sarah a agrippé mon bras, essayant de ne pas laisser paraître sa peur. Mes enfants se sont rapprochés sur les marches, regardant un homme qu'ils pensaient connaître se transformer en quelqu'un qu'ils n'avaient jamais rencontré. Qu'est-ce que ça veut dire, ai-je demandé. Il a levé la main, la pointant sur moi comme si j'étais un intrus dans sa maison. Tu veux m'exposer? Très bien, mais comprends ceci. Je peux prendre un téléphone et passer un appel qui déchire ta vie. J'ai cligné des yeux, incapable de croire ce que j'entendais. Il a continué, la voix tremblante d'une fureur qu'il ne pouvait plus cacher. J'appellerai les services de protection de l'enfance à propos de ta maison. Elle est endommagée, dangereuse, un cas facile. Ils prendront les enfants jusqu'à ce qu'une inspection soit faite. Et la ville, je m'assurerai que ta propriété soit signalée comme dangereuse. Tu ne pourras rien réparer sans permis. Ça prendra des mois. Tu seras en défaut. Tu perdras le terrain. Sarah a haleté comme si elle avait été giflée. Mon fils a chuchoté, à peine audible. Grand-père, pourquoi dirais-tu ça? Garrison n'a même pas regardé. Si tu insistes pour traîner cette famille dans la boue, je te montrerai de vraies conséquences. La menace a atterri comme un coup sur le côté de ma tête. Pendant un moment, la pièce a basculé. Non pas parce que je craignais les services de protection de l'enfance, de perdre la maison ou l'inspecteur de la ville, mais parce que c'était la première fois qu'il utilisait mes enfants, comme une arme contre moi. Cette ligne qu'il a franchie ne menait nulle part. Tu leur ferais du mal pour me punir, ai-je demandé. Sa réponse est venue sans hésitation. Si c'est ce qu'il faut. Quelque chose en moi s'est resserré puis s'est immobilisé. Non pas brisé, ancré, comme le centre d'une tempête se formant à l'intérieur de ma poitrine. Un calme tranquille et stable qui ne venait pas de la peur, mais de la vision enfin claire de la vérité sans excuse. À côté de moi, Marlin s'est déplacé, réduisant une partie de la distance entre nous. Sa présence n'a pas dominé la mienne.
Elle l'a stabilisé. Avant que je puisse parler, Caton est intervenu, la voix s'élevant de panique. Papa, arrête. Tu aggraves les choses. Rowan ne vaut pas la peine de tout perdre. J'ai lentement tourné les yeux vers lui, et il a tressailli. Pas la peine, ai-je répété. Ce n'est pas ce que je voulais dire, a-t-il marmonné, bien que le regard dans ses yeux dise exactement cela. Tu as été un fardeau toute ta vie. Papa a porté cette famille. Tu ne serais nulle part sans lui. Sarah s'est avancée, la voix tremblante de colère. Tu penses que rester là à ramasser ce que ton père te donne, c'est porter la famille. Mon mari a tout construit ce qu'il a avec un travail acharné. Il ne vole pas. Il ne falsifie pas de signature. Il ne réécrit pas l'histoire pour se sentir plus grand. Caton lui a ricané au nez, vif, dénigrant. Mais avant qu'il ne puisse dire un autre mot, Marron s'est interposé. Caton a trébuché en arrière, surpris de la rapidité avec laquelle il avait été coupé. Marlin a levé la main, non pas pour menacer, mais pour faire taire toute la pièce. Assez. Son agent de sécurité s'est approché et lui a tendu un mince dossier noir. Marlin l'a tapé une fois contre sa paume, son expression froide et précise. Puis il s'est tourné vers mon père. Vous avez menacé des agences gouvernementales. Vous avez menacé de manipuler les services de protection de l'enfance. Vous avez menacé de saboter la maison de votre fils. Cela seul suffit à plusieurs enquêtes. Il a fait une pause. Mais nous sommes bien au-delà de ce point. Il a ouvert le dossier, révélant des documents que je n'avais jamais vus. Plus tôt ce soir, a-t-il dit, j'ai demandé des protections juridiques d'urgence pour Rowan et sa famille, des protections de garde temporaire, de la documentation protégeant ses enfants de faux rapports, et une plainte pour fraude directement liée au transfert d'héritage falsifié. La voix de Caton s'est brisée. Vous ne pouvez pas faire ça. Je l'ai déjà fait, a répondu Marlin. Le visage de Garrison s'est vidé, ses bras sont tombés comme si le poids de la pièce pesait sur lui. Pour la première fois, il ressemblait moins à un patriarche féroce qu'à un homme acculé par ses propres mensonges. Marlin a continué, calme mais vif. Vous avez falsifié la signature de votre fils. Vous avez caché son héritage. Vous avez essayé d'utiliser une catastrophe naturelle comme une arme. Vous avez passé des années à le démolir émotionnellement, et ce soir vous avez menacé ses enfants. Il s'est approché, baissant la voix. Vous n'avez pas peur de perdre la famille. Vous avez peur de perdre le contrôle. La cheminée crépitait doucement derrière lui. Le son semblait trop chaud pour un moment aussi froid. Je me suis redressé, sentant quelque chose en moi se mettre en place, comme si j'avais enfin endossé un rôle que j'aurais dû tenir depuis longtemps. Toute ma vie, ai-je dit doucement, j'ai essayé de gagner quelque chose de vous. Du respect, de la gentillesse, peut-être de l'amour. Mais ce soir, vous m'avez montré exactement à quoi ressemble cet amour. Garrison a ouvert la bouche, mais rien n'est sorti. Et j'ai fini de l'accepter, ai-je dit. Marlin a posé une main sur mon épaule, stable et solidaire, sans m'éclipser. J'ai regardé mon père. C'est toi qui perds tout, pas moi. Caton a essayé de parler, mais sa voix s'est dissoute quelque part dans sa gorge. Puis, juste au moment où la pièce s'est installée dans un silence stupéfait, l'alarme du portail d'entrée a retenti vivement. Un balayage de lumière vive a traversé les fenêtres. Un autre hélicoptère, et il arrivait bas. L'alarme a continué de sonner, vive et insistante, tandis que les lumières de l'extérieur balayaient les fenêtres comme un faisceau de phare. Pendant un instant, personne n'a bougé. Ni Marlin, ni Sarah, ni même mes enfants. Toute la maison semblait retenir son souffle. Marlin a expiré lentement. Bien, a-t-il murmuré. Il est là. Le sol a tremblé. De la poussière s'est détachée des coins. Les rideaux ont flotté sauvagement alors que l'hélicoptère descendait dans le jardin de devant. Les pales ont haché l'air avec une force qui semblait presque vivante, faisant vibrer les cadres des photos sur les murs et faisant bourdonner le verre des fenêtres. Caton a trébuché en arrière, manquant de tomber sur le tapis. Mon père a agrippé le bras de son fauteuil comme pour se préparer à l'impact. Pour la première fois de la nuit, la peur, et non la colère, a envahi son visage. Sierra s'est penchée près de moi. Rowan, c'est vraiment lui? J'ai hoché la tête, rassurant mes enfants alors qu'ils se pressaient contre moi. Ouais, ai-je dit doucement. C'est lui.
La porte d'entrée s'est ouverte sous la pression de la tempête de vent. Et par l'embrasure de la porte est apparue une silhouette que j'ai reconnue instantanément, grande, disciplinée, se déplaçant avec le genre de détermination qui vient de décennies de commandement. Mon parrain, Titus Val. Il ne s'est pas précipité. Il n'a pas pris la pause. Il est simplement entré avec 2 agents de sécurité derrière lui, le vent poussant son manteau comme s'il savait qu'il ne fallait pas se mettre en travers de son chemin. Garrison a essayé de se tenir droit, mais sa voix a tremblé. Vous ne pouvez pas simplement entrer dans ma maison. Titus ne l'a même pas regardé. Il m'a d'abord regardé. Rowan, a-t-il dit. Tu tiens le coup? Et pour la première fois depuis trop d'années, j'ai pu répondre honnêtement. Ouais, ai-je dit doucement. Je vais bien. Il a fait un seul signe de tête, simple mais plein de sens, avant de tourner son attention vers mon père. L'air a semblé se resserrer. Vous avez menacé ces enfants, a dit Titus. Ces enfants. Mon père a ouvert la bouche, mais sa voix s'est brisée. Ce n'était pas ce que ça avait l'air. C'était exactement ce que ça avait l'air, a répondu Titus. Et on a fini de faire semblant. Il s'est avancé plus loin dans le salon, posant un lourd dossier sur la table basse, ses pages légèrement écartées, révélant des documents que je n'avais jamais vus. À l'intérieur se trouvait tout. Les vrais papiers d'héritage, les instructions manuscrites de ma mère, les signatures falsifiées, les transferts financiers, la chronologie de chaque mensonge. Titus a ouvert chacun d'eux avec le calme d'un chirurgien, révélant la vérité couche par couche. Votre mère a laissé la terre à Rowan, a dit Titus d'un ton neutre. Toute la terre. Vous étiez censé la gérer jusqu'à ce qu'il soit grand. Au lieu de ça, vous l'avez détourné vers votre fils préféré. Vous avez enterré ses dernières volontés. Vous l'avez enterré. Le visage de Garrison est devenu si pâle que j'ai cru qu'il allait s'évanouir. L'expression de Caton a vacillé entre la confusion, l'indignation, et quelque chose qui ressemblait à de la culpabilité, mais pas assez pour compter. Sarah a serré mon bras. Mes enfants ont regardé, stupéfaits et silencieux. Et quelque chose en moi, un vieux nœud que j'avais porté depuis mes 17 ans, a finalement commencé à se dénouer. Puis Titus s'est tourné vers moi. Toute la maison semblait silencieuse, attendant. Il a posé une main sur mon épaule, ferme et stable. Tu rentres à la maison, a-t-il dit. 3 mots, doux, définitifs, comme une porte s'ouvrant après des décennies de verrouillage. Ma gorge s'est serrée. Les yeux de Sarah se sont remplis de larmes. Mes enfants se sont rapprochés comme si les mots les avaient atteints aussi. Caton a craqué le premier. Tu ne peux pas le prendre. Il n'est pas, Titus ne l'a pas laissé finir. C'est mon filleul et je m'occupe des miens. Mon père s'est enfoncé plus profondément dans son fauteuil comme si la gravité elle-même avait doublé. Et Titus, avec un calme absolu, a fait signe à son avocat. D'autres papiers ont été remis. Des accusations formelles. Fraude, coercition, ingérence dans la propriété, intention de mettre en danger des mineurs. Garrison n'a pas discuté. Il ne le pouvait pas. Il a juste regardé le sol, les épaules tremblant légèrement, le poids de ses propres actions s'installant enfin là où il devait être. J'ai rassemblé mes enfants. Sarah s'est tenue avec moi. La maison a semblé plus petite soudainement, comme un endroit que j'avais dépassé bien avant ce soir. J'ai regardé mon père une dernière fois. Je te pardonne, ai-je dit doucement. Mais le pardon ne signifie pas que je reste. Il a levé les yeux, mais ce qu'il voulait dire n'a jamais trouvé le chemin de la sortie. Nous sommes sortis. L'air de la nuit était frais et propre contre mon visage, comme si le monde lui-même me laissait à nouveau respirer. Titus nous a guidés vers l'hélicoptère. Les pales ont rugi, soulevant des feuilles mortes et des débris de la cour. Sierra a tenu ma main alors que les enfants montaient à bord. Titus a suivi, stable et sûr. Alors que l'hélicoptère s'élevait, j'ai regardé la maison en contrebas. Ma maison d'enfance, devenant plus petite sous nous, ne disparaissant pas, juste s'estompant. Il y a des tempêtes que l'on survit et des tempêtes que l'on fuit. Ce soir, d'une manière ou d'une autre, j'ai fait les deux.